Vous écoutez Crime Story, Gérard Lebovici, Meurtre en sous-sol, 2e et dernier épisode. Le mercredi 7 mars 1984, Gérard Lebovici, célèbre producteur français de cinéma, est retrouvé mort avec 4 balles dans la tête dans un parking souterrain du 16e arrondissement. Pourquoi Gérard Lebovici a-t-il été assassiné ? Qui lui en voulait ? A-t-il été victime d'un guet-apens ou seulement d'une méprise ? Le jeudi 8 mars 1984, au lendemain de la découverte du corps de Gérard Lebovici, une information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte contre X. Alors, pourquoi Gérard Lebovici est-il mort ? Que faisait-il dans ce parking ? Les magistrats et la police se taisent, les proches de Lebovici aussi. Afin de remonter la piste du meurtrier, les policiers commencent par fouiller la vie de la victime. Si Gérard Lebovici avait forcément des ennemis, il avait aussi de l'argent. Beaucoup d'argent. De quoi attirer la convoitise de truands. Dans le métier, à l'époque, on sait que Gérard Lebovici a gagné énormément avec un de ses derniers films, La Balance, réalisé par Bob Swaim et sorti en 1982. Mais le lieu où a été retrouvé le cadavre du producteur interroge. Que faisait-il dans ce parking ? Les policiers savent que Gérard Lebovici n'avait pas du tout pour habitude de s'y rendre. Qu'est-ce qui l'a poussé à venir ici ? Ou plutôt, qui ? En reconstituant ces dernières heures, les enquêteurs apprennent que juste avant de quitter son bureau et d'annuler un rendez-vous qu'il avait à 19h, Gérard Lebovici a parlé au téléphone avec une jeune femme. Selon les premiers éléments dont il dispose, elle serait passée par le standard de la maison d'édition de Gérard Lebovici. À la secrétaire de cette maison d'édition, elle aurait dit qu'elle appelait de la part de Sabrina Mérine, la fille de Jacques Mérine. Ce célèbre criminel français, qui se voulait l'incarnation du refus du système, a été abattu par la police 5 ans plus tôt, en novembre 1979. Gérard Lebovici connaît bien Sabrina Mérine. Il vient de rééditer avec elle, aux éditions Grandchamp, les mémoires de Jacques Mérine, L'instinct de mort. Il entretient des relations amicales avec elle et voue à son père une admiration sincère, comme il l'a écrit lui-même. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il accepte de prendre son appel. Se peut-il que, lors de cette conversation téléphonique, l'interlocutrice ait fixé à Gérard Lebovici un rendez-vous fatal dans ce parking souterrain de l'avenue Foch ? Damien Delceni, cette piste est sérieuse. Oui, tellement sérieuse que Sabrina Mérine est rapidement entendue par les policiers, mais finalement, elle n'a rien à voir avec ce coup de téléphone reçu par Lebovici juste avant son départ et son assassinat. Mais par contre, ça confirme une piste, c'est que la personne qui a appelé, qui a téléphoné au producteur, a fait croire qu'elle venait de la part de Sabrina, en quelque sorte pour l'appâter. Est-ce que l'arme utilisée, un 22 long rifle, aide l'enquête ? Pas vraiment, dans le sens où on a l'impression qu'on est face à un contrat, comme on l'a dit, un meurtre, un assassinat prémédité, préparé, et en même temps, le calibre 22 long rifle est une arme qui est peu ou pas utilisée par le milieu, par les truands. C'est une arme qui est moins létale que d'autres. Elle a simplement 2 avantages. Elle est d'abord moins brillante, et elle est surtout plus facile à se procurer que, par exemple, un 9 mm. Il y a un autre élément qui intrigue les enquêteurs. Oui, c'est que dans la poche du par-dessus de Gérard Lebovici, après sa mort, on a trouvé un morceau de papier sur lequel est écrit « François, 18h45, rue Vernet ». La rue Vernet, c'est une petite rue du 16e arrondissement de Paris qui est tout près du parking de l'avenue Foch. Et on l'a dit, on sait que grâce au ticket d'entrée du parking retrouvé dans la voiture, Gérard Lebovici est entré dans ce parking à 18h44. Ça paraît donc logique et surtout ça conforte l'idée qu'il se soit garé à cet endroit pour se rendre à ce fameux rendez-vous à 18h45, rue Vernet. La police recherche ce François. Oui, alors François, c'est un prénom assez répandu. Ils vont quand même trouver 2 François parmi les proches du producteur qui vont être interrogés. Ça ne donne strictement rien. Ils vont donc élargir leurs recherches et entendre finalement une quinzaine d'hommes prénommés François, soupçonnés d'avoir de près ou de loin quelque chose potentiellement à voir avec l'assassinat de Lebovici. Un homme prénommé François en particulier attire leur curiosité. Un certain François Besse. Alors François Besse, c'est pas n'importe qui, c'est un ami, peut-être le meilleur ami de feu Jacques Mérine. C'est pas du tout un enfant de cœur, il s'est évadé avec Mérine en 1978 de la prison de la Santé et il a été son compagnon de cavale et même son compagnon sur certains braquages. François Besse a été repris en mars 1979 en Belgique. Il s'est de nouveau évadé de manière spectaculaire le 11 mars 1979 depuis le palais de justice de Bruxelles, alors que
que sa sœur était déguisée en avocate et qu'elle avait dissimulé sous la robe 2 armes de poing et les clés d'une moto sous le banc des accusés. La piste est alléchante. Mais pourquoi François Besse aurait-il voulu s'en prendre à l'influent Gérard Lebovici ? La police judiciaire est persuadée que François Besse, qu'on dit caché en Espagne, revient souvent en France. Mais Besse n'a pas la réputation d'un assassin. Et ils ont beau chercher, ils ne trouvent aucune raison pour laquelle le bandit aurait voulu éliminer le producteur. La piste Besse est finalement refermée. Le matin du mardi 13 mars, 9 jours après la mort de Gérard Lebovici, son enterrement a lieu à Paris. Afin d'éviter la présence de curieux, les proches du roi Lebo ont fait courir la rumeur selon laquelle les obsèques auraient lieu le lendemain. En présence de sa famille et d'un petit cercle d'amis, la dépouille de Gérard Lebovici est inhumée au cimetière du Montparnasse. Les jours qui suivent l'enterrement, rien ne filtre. La police ne communique pas, les proches de Lebovici se murent dans le silence. Ceux qui ont eu des relations professionnelles avec lui dressent tous le même constat. Je ne le connaissais que peu, il cloisonnait sa vie. Certains méprisent Lebovici. Financier génial qui promeut et favorise des talents, il peut aussi être un homme d'affaires peu scrupuleux, qui fait et défait les projets. Dans la presse, d'autres relations dangereuses du roi Lebo sont pointées du doigt. Et notamment Guy Debord, figure de l'ultra-gauche révolutionnaire. Ce théoricien est à l'origine du mouvement situationniste, qui se place dans la continuité des mouvements anarchistes et libertaires. Il y dénonce la société du spectacle et rêve d'une révolution sociale. Le journal du dimanche, contre lequel il portera plainte, le décrit comme le mauvais ange de Lebo. Comme l'hypothèse François Besse, cette piste est largement étudiée par les policiers, avant d'être refermée. L'enquête s'enlise alors. Les semaines passent, puis les mois et les années. La veuve de Gérard Lebovici, Floriana, désespère. Elle demande de l'aide aux amis de la famille, envisage d'embaucher un détective privé. En vain, le mystère demeure. Damien, l'enquête qui se poursuit, révèle que Lebovici était un client assidu des boîtes de nuit parisiennes, mais aussi de certaines prostituées. Oui, c'est un nouvel axe d'investigation pour les policiers. Alors, ça va les mener même en dehors de Paris, puisqu'on apprend que Gérard Lebovici est aussi un habitué, entre guillemets, du quartier rouge d'Amsterdam, aux Pays-Bas, qui est un haut lieu de la prostitution européenne. Donc, on commence un peu à examiner ce côté un peu sombre et sulfureux de la vie de Lebovici, avec un certain nombre de maîtresses, le fait qu'il fasse appel assez souvent à des call girls. C'est le cas notamment avec une femme, une certaine Véronique Troy, diminutif de son nom de famille Troitsky. Ils se sont rencontrés en 1970 sur la Croisette au Festival de Cannes. Alors, il est beaucoup plus âgé qu'elle, 30 ans de plus. D'ailleurs, parfois, elle l'appelle Papa Lebo. Alors, cette femme, elle a une particularité, son profil est quand même très bizarre parce qu'elle est à la fois call girl et agent secret. Simplement, cette femme, elle ne peut pas être entendue par les policiers pour une raison simple et tragique. Elle est morte, elle a été assassinée, elle aussi, à Sanaa, la capitale du Yémen, en 1977. Les raisons de son assassinat n'ont jamais été clairement identifiées. Non, et ça ressemble presque à un roman d'espionnage. Elle est en fait partie au Yémen après avoir été approchée à l'automne 1977, dans le bar où elle travaillait à l'époque, par 2 hommes qui se sont présentés comme des attachés d'ambassade au Yémen et qui lui proposent un voyage tout frais payé là-bas avec une autre femme. Un voyage qui ressemble fort à de la prostitution de luxe pour un client qui est en fait le président du Yémen en personne, avec à la clé une rémunération de 50 000 francs de l'époque. Sauf que sur place, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Ça vire carrément à la tragédie. Les 2 jeunes femmes vont être retrouvées mortes. Leurs corps ont été abandonnés en plein désert. Elles sont retrouvées nues et mutilées. Et on n'a jamais su qui les avait tuées et pourquoi on les avait tuées. Ce qu'on sait, c'est que Gérard Lebovici a été très affecté par cette mort. Le journaliste David Carr Brown le raconte dans un long papier de la revue Charles, paru en 2019, dont voici un extrait. Gérard Lebovici apprend la nouvelle du décès de Véronique au téléphone par une amie commune. Il reste sans voix. Son interlocutrice entend seulement le bruit d'un objet métallique qui tombe. Depuis, il est obsédé par sa mort. Il questionne ses amis pour comprendre.
Parmi eux, François, un patron de bar proche de Véro et de son père. Un début de dialogue s'instaure. Quelques jours après le transfert du cadavre à Paris, Lebo téléphone à une amie pour connaître la date de l'enterrement. « Est-ce que son père sera là ?» lui demande-t-il. « Bien sûr, dans ce cas, je ne viendrai pas. » Le journaliste s'interroge. Pourquoi Gérard Lebovici n'a-t-il aucune envie de rencontrer le père de Véronique ? A-t-il peur de lui ? David Carbone détaille que depuis la mort de sa fille, Dimitri Troïtsky cherche des coupables qu'il pourrait faire payer. Il est hanté par le souvenir de Véronique et dévoré par la colère. Dans les affaires de sa fille au Yémen, de faux papiers, au nom de Véronique Lebovici, ont été trouvés. Cela a-t-il suffi à le persuader que le producteur était impliqué dans l'assassinat de sa fille ? C'est possible. En avril 2021, 37 ans après la mort de Gérard Lebovici, Patricia Herzmann, ancienne call girl, apporte de nouveaux éléments. Elle connaissait bien Véronique et elle se souvient du jour où, après l'annonce de sa mort, elle s'est rendue dans l'appartement de son amie, accompagnée de son père, Dimitri Troïtsky. Elle se souvient de l'alias de 50 000 francs, le montant payé à la jeune femme, et des faux papiers d'identité. Surtout, elle se souvient des yeux de Dimitri Troïtsky au moment où il lit sur la fausse carte d'identité le nom de Lebovici. Damien, cette femme, Patricia Herzmann, écrit qu'à partir de ce moment-là, Dimitri Troïtsky nourrit une obsession pour le producteur. Qu'il rend clairement, selon lui, responsable de la disparition de sa fille. Et on dit de lui qu'à ce moment-là, il tombe dans une obsession absolue et qu'il en veut beaucoup à Lebovici, qu'il considère, oui, comme le responsable de la mort de sa fille Véronique. Cette Patricia Herzmann, elle dit aussi que le jour où l'assassinat de Lebovici a été annoncé, elle a tout de suite pensé que c'était Dimitri le coupable. Est-ce que des éléments vont dans ce sens ? Alors, le fait que Dimitri apprécie les armes du type de celle qui a permis de tuer Lebovici, le fait aussi qu'il soit gaucher, ce qui correspond aux constatations qui ont été faites sur la scène de crime, vu l'inclinaison des balles et l'endroit surtout où les douilles ont été retrouvées, on sait, en tout cas les experts le disent, que le tueur de Lebovici était un gaucher. Dimitri Troïtsky n'a jamais été inquiété. Non, jamais entendu, l'arme n'a jamais été retrouvée, le dossier a été classé et finalement, il ne reste que la conviction de cette femme et quelques travaux journalistiques, mais rien de concret, rien de judiciaire en tout cas. À ce jour, aucun lien officiel n'a été fait entre Dimitri Troïtsky et l'assassinat de Gérard Lebovici. Il y a peu de chances pour que le dossier soit rouvert un jour. Après la mort de son mari, Floriana Lebovici, la femme du célèbre producteur, a poursuivi les activités éditoriales de la maison Champ Libre, qu'elle rebaptise Édition Gérard Lebovici. Atteinte d'un cancer, elle meurt 6 ans plus tard, le lundi 19 février 1990, sans savoir qui a tué son mari. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Clara Garnier-Amouroux, Barbara Gouy et Camille Ruiz, à la réalisation Pierre Chaffanjon et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte comme d'habitude avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité. Et pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes.